Jean-Baptiste, tu reprends la main donc sur ta chronique littéraire et tant que l'alter Jean-Baptiste Perrier n'aura pas choisi de s'engouffrer dans la brèche, c'est un combat que tu sais que tu gagneras toujours. Comme les arguments de Jean-Baptiste étaient un peu légers pour la suppression des jurés, je vais aller un peu dans son sens dans la chronique littéraire parce que dans la littérature, du moins de ce que j'en ai lu, relative aux jurés, ils n'en sont jamais tendres avec les jurés. Alors c'est vrai dans la littérature française. Mauriac, dans une chronique judiciaire, il écrivait, je cite, que les jurés sont une douzaine d'hommes moyens, non certes choisis au hasard, comme je l'ai cru longtemps, mais élus pour leur médiocrité même. On croirait Jean-Baptiste Perrier en train de parler. Dans les fameux souvenirs de la cour d'assises de Gide, qui relate donc son expérience en tant que juré, qui est un petit livre intéressant sur la nécessité de ne pas juger. Gilles livre aussi une critique assez acerbe. Il dit qu'ils sont lamentables d'incompétence. Les jurés ne comprennent rien et Gide se sent un peu perdu parce il écrit seul intellectuel ou presque parmi eux, je redoutais l'hostilité malgré les grands efforts que je faisais pour la prévenir. L'autre œuvre incontournable quand on parle des jurés sont les notes sur l'affaire Dominici de Giono, qui est une œuvre assez connue parce que c'est de là dont on a tiré l'importance de la maîtrise de la langue, l'importance de la maîtrise du vocabulaire pour la défense dans le cadre d'un procès pénal. Mais on trouve aussi une certaine méfiance, une moquerie envers les jurés. Giono écrit, relate un moment, l'avocat général s'adressant aux jurés, vous qui êtes l'élite du département des Basses-Alpes, et Giono écrit, les jurés étant tirés au sort, il serait étrange que le sort ait désigné précisément l'élite du département. Non, c'était des braves gens. Ils n'ont jamais pris de notes, ils n'ont jamais posé de questions. Autrement dit, les jurés votent comme les juges veulent bien qu'ils votent, qu'ils soient là ou pas. C'est un peu la même chose. Et puis, comme Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, dans le modèle anglo-saxon, dans la littérature anglo-saxonne, c'est un peu la même chose, que ce soit Richard North Patterson, dont on avait parlé dans un précédent Let's Law, chez Scott Turow, les jurés sont quasiment absents, il n'en est jamais question. Et puis, il en est évidemment question chez un auteur que j'affectionne particulièrement comme toi, Marc, c'est John Grisham. Alors évidemment, dans le maître du jeu, où on montre que les jurés peuvent être manipulés, qu'en fait, ils ne font qu'aller dans le sens du meilleur manipulateur. On montre qu'ils se prononcent en fonction de leurs préjugés, qu'ils peuvent aller dans le sens du demandeur ou du défendeur sans qu'on sache vraiment pourquoi. Dans l'un de ses derniers romans qui s'appelle La Sentence, qui est par ailleurs un livre vraiment magnifique, l'homme qui est accusé du meurtre, c'est un notable, c'est un héros de guerre que tout le monde apprécie. Donc l'issue du procès ne fait guère de doute, il va nécessairement être déclaré coupable du meurtre qu'il a commis, puisque les preuves sont accablantes, il a avoué, il reconnaît les faits, même s'il ne les explique pas. Et pourtant, il y a certains jurés qui refusent de condamner cet homme parce qu'ils le connaissent et puis ils estiment qu'il devait avoir des raisons pour avoir commis ce meurtre. Ils l'aiment bien, alors ils ne veulent pas le condamner. Même chose dans le droit de tuer, l'un des premiers de Grisham, où le jury ne se prononce pas du tout en droit, mais en pure équité. Alors Grisham semble nous dire, tant mieux si droit et équité se rejoignent, mais devant le jury, pardon, en premier ressort, il ne faut surtout pas être fin technicien. Il faut tout miser sur l'apparence, il faut se méfier du droit, il faut tout miser sur la morale plutôt que sur le bien fondé des faits. Et donc, il faut évidemment choisir un jury qui est entièrement acquis à sa cause. Et puis surtout, Grisham montre bien que les jurés ne sont finalement pas plus honnêtes que ceux qu'ils jugent. On le voit dans le maître du jeu que j'évoquais tout à l'heure, et puis dans un autre roman assez important de Grisham, dans l'Insoumis, où on voit que de toute façon, ce sont des braves gens, dociles et consciencieux, je le cite, tout prêts à gober les mensonges que leurs chers représentants de la loi débitent sur le banc des témoins. Donc finalement, ils font confiance aux professionnels pour aller dans leur sens. Mais pour autant, malgré ces critiques assez nombreuses dans le thriller judiciaire américain, les auteurs ne remettent pas en cause cette présence nécessaire des jurés, comme je l'ai bien démontré tout à l'heure. Ils semblent pas envisager la possibilité de juger sans le jury. Il y a un enjeu d'émotion en premier ressort, et puis on fait ensuite du droit plus technique au cours des différents recours, des nombreux recours qui existent.
Mais le problème, c'est que les juges sont eux-mêmes souvent élus. C'est ce que Grisham relate dans plusieurs de ses romans. Et dès lors que les juges sont eux-mêmes élus, la situation n'est pas plus satisfaisante. Le système français, finalement, où coexistent les jurés et les juges professionnels, même s'il est en voie d'extinction, n'est peut-être pas forcément le plus inadapté à cet égard. Voilà pour quelques conseils de lecture en lien avec les jurés. Merci beaucoup, mon cher Jean-Baptiste, pour ces éléments. D'ailleurs, je tiens à dire que nous sommes en parfaite synchronisation en dépit de la distance qui nous sépare, puisque je me suis équipé de ce petit opuscule que l'on peut trouver pour un prix tout à fait modique, sans faire de promotion pour l'éditeur, puisque ça se chiffre à peu près sur les deux doigts d'une main, et en euros, s'il vous plaît. Là où une de mes dernières acquisitions que tu m'avais recommandées dépasse quand même assez rapidement ce seuil, mais est néanmoins vraiment tout à fait exquise. Donc, tu vois, je mets en application tes recommandations, pour certaines même de façon proactive. Merci beaucoup. Et puis évidemment, je te rejoins sur la littérature de John Grisham. J'avoue que j'avais été un peu échaudé par certains de ses derniers romans, parce que je me dis qu'à force de raconter la 34e histoire de ce jeune avocat téméraire, il finit par manquer parfois d'imagination. Mais je note la sentence parmi les bouquins qui valent le détour.